Bonjour mes très chers frères et sœurs. Kiambote kieto, kiambote kieno batata et mama. Nous voici de retour sur notre réflexion autour de la pensée de notre frère Tata Moyo Wanvu Namvu. Ça c'est son nom, un nom vraiment magnifique. Authentiquement Congo et je salue la sagesse, la haute sagesse du père de Tata Moyo qui lui a attribué ce nom magnifique qui cadre avec sa vocation. En effet, mes très chers frères et sœurs, nous étions en train de faire une réflexion autour de la pensée de notre frère qui a pensé qu'il était nécessaire que nous puissions avoir une institution parlementaire. Cette institution parlementaire qu'on va nommer, qu'on va donner le nom de Nzobu Congo. Et c'est cette institution qui aura l'autorité de légiférer toutes nos pensées, toutes nos décisions. En fait, c'est l'autorité qu'on va donner à une institution qui va incarner la législation de la communauté Congo dans le monde entier. Comment est-ce que cela va fonctionner? En fait, nous avons des fédérations. En fait, la fédération aura des communautés dans des pays respectifs où nous avons les Congos. Par exemple, au Panama, nous avons la communauté Congo. En Cuba, nous avons la communauté Congo. Aux Caraïbes, en Guadeloupe. Partout en Colombie, nous avons des communautés Congo déjà identifiées. Ils existent, ils sont là. Et la fédération va créer des conditions juridiques pour organiser ces communautés. Et ces communautés identifiées et organisées, une fois organisées, eh bien, ils auront des responsables, ils auront des leaders qui pourront être délégués pour venir accomplir un acte juridique qui consiste à signer une convention culturelle. Nous sommes en train de parler d'une convention culturelle. Et cette convention culturelle sera ratifiée, sera signée par tous les leaders, les délégués de toutes les communautés Congo du monde entier, pour qu'on puisse décider. En fait, cette convention sera la décision de la création du Nzobu Congo. Et à partir de cette convention culturelle, eh bien, on aura une plateforme parlementaire où nous allons décider sur tous les aspects culturels liés à la vie et au développement de la communauté Congo, ou encore de notre culture, de la culture Congo. En fait, c'est une pensée vraiment très ambitieuse, qui nous permet de penser grand par rapport à la grandeur de ce qu'a été le royaume Congo à l'époque. Alors, dans cette perspective, le Nzobu Congo aura la légitimité de légiférer en toute légitimité tous les aspects liés à notre culture. Et mes très chers papas et mamans,
mes très chers frères et sœurs, tata et maman, en réalité, ce sont des initiatives encourageantes. C'est une initiative très encourageante parce que, en fait, nous en avons la légitimité en tant qu'initiative privée de la société civile. Et ce sont ces genres d'initiatives qui sont encouragées et protégées par des instruments juridiques internationaux qui sont liés au droit international. Et en dehors du droit international, il y a d'autres déclarations des organismes spécialisés de l'ONU. Et sur ce, on ne peut pas se priver ce droit de penser. Au moins le droit de penser, on ne peut pas se le priver. Et il suffit qu'on puisse penser à cette dimension institutionnelle, eh bien, il y aura les moyens. Les moyens vont surgir pour matérialiser cette pensée. Parce que la pensée, c'est une fréquence. Lorsque vous pensez, vous dégagez une certaine énergie qui atteint la dimension de la fréquence de votre pensée. Si vous pensez petit, eh bien, vous êtes à une fréquence très basse. Si vous pensez aussi grand, eh bien, vous êtes à une fréquence aussi très, très, très élevée. Et les moyens vont surgir pour la matérialisation de ces pensées. Donc, c'est un acte de courage, c'est un acte de grandeur que notre frère Moyo vient de poser et c'est un acte qui mérite bien d'être appuyé. Chacun a la capacité ou encore chacun a le droit en tant que descendant du royaume Congo d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, nous avons fait un contour de la pensée de Tata Moyo à partir de la première partie et la deuxième partie conclusive. Il est question de dire ou encore de soutenir que on n'a pas la prétention d'avoir trouvé la formule magique. Non. Cette proposition aura certainement le mérite d'initier le débat pour un consensus. Ça, c'est la voie démocratique, c'est comme ça que nos ancêtres traitaient les affaires. Il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours une personne qui avait l'onction, qui avait la pensée, l'inspiration, la vocation. Après avoir conçu la pensée, reçu la pensée, eh bien, il avait cette légitimité de présenter la pensée ombongi, la pensée onsanda, où on traitait les affaires. Et après avoir présenté, eh bien, chacun enrichissait la pensée. Donc, c'est dans cette perspective que Tata Moyo a pensé qu'il nous faut des grandes et fortes institutions pour marquer la renaissance de notre nation, de notre peuple, ou encore de cette organisation qui va traiter des questions liées à la personnalité culturelle des Congos. Et dans la même perspective, lui faire retrouver ses lettres de noblesse en cette époque contemporaine. Mes très chers frères et sœurs, qu'en dites-vous? Tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vaut la peine, on vaut la peine, mais d'entreprendre ou encore de développer cette initiative
pour l'amener à la concrétisation, à la matérialisation, ça, c'est, comme on dit en anglais, question mark. C'est le grand point d'interrogation. Moi, je vais donner mon opinion. Je vais faire ma réflexion autour de tout ce que Tata Moyo vient de dire. Dans ma réflexion, je commence par la situation psychologique dans laquelle l'Africain se trouve. L'Africain se trouve dans une situation chaotique psychologiquement, mentalement. J'aimerais vous faire comprendre un aspect très important. Nous avons une nouvelle science qui est en train d'être développée par des psychologues, par des biologistes comme les docteurs Brice Lipton. Ils sont dans le domaine de la neuroscience. Ils se sont rendus compte que l'essence du développement intellectuel, développement mental et l'essence comportementale des humains dépendent des neurones. Ce sont les neurones qui sont à la base du développement mental, intellectuel, psycho-comportemental des hommes. Et ils se sont rendus compte que nos neurones ont une particularité, ont une caractéristique. C'est la caractéristique plastique des neurones. Nos neurones peuvent être manipulés. Nos neurones peuvent être modélés en fonction de notre environnement et en fonction de nos pensées. C'est comme ça que les Africains, les Noirs, les Bantous ou encore particulièrement les Congos ont été programmés. Nous avons été programmés durant plus de 6 siècles. Donc 600 ans, on a été programmés pour être des esclaves, des dominés. Pendant 6 siècles. Donc, je comptabilise l'esclavagisme, la colonisation et la néocolonisation. Il y a eu beaucoup de théories qui ont été conçues. Il y a eu beaucoup de logiques qui ont été conçues, beaucoup de formules qui ont été conçues, beaucoup de documents, beaucoup de déclarations, beaucoup de chartes qui ont été conçues. Je vais citer quelques-uns. Nous avons le Code noir pour l'esclavagisme. Nous avons le travail de Willie Lynch aussi qui constitue l'essence de la base du paradigme de l'esclavagisme. Nous avons la charte de l'impérialisme. Et nous avons la boule papale d'Alfonso V. Tous ces documents constituent l'essence de la programmation, des instruments qui ont été utilisés pour programmer l'homme noir, l'Africain, le Bantou, les Congos à accepter la soumission et la domination. Voilà pourquoi l'acte de l'acceptation de cette programmation, c'était d'accepter de changer le nom. Lorsque on vous obligeait à changer le nom, après avoir changé le nom, effectivement, vous n'étiez plus la même personne. Nos neurones accédaient à un nouveau code d'identification. Et dans ce processus, nos neurones étaient manipulés pour que ces neurones, nos cellules nerveuses, ne puissent plus nous considérer comme étant des Africains, comme étant des Congos. C'est là où on parle de la capacité de résilience. Parce qu'il nous a été injecté dans nos neurones que nous ne sommes plus des Noirs.
que nous ne sommes plus des Africains, que nous ne sommes plus des Bakongo. Et cette programmation a duré des siècles et des siècles. Même ceux qui ont conçu ce système de programmation, eux-mêmes, ils ne sauront plus nous déprogrammer. Ils n'ont plus cette capacité parce que c'est une machine qui a été déclenchée et personne ne contrôle plus cette machine. D'où le processus de la déprogrammation de ce programme dépend de notre organisation, dépend de ce que nous aimerions être. Est-ce que nous devions continuer dans cette léthargie d'accepter la programmation qui a été faite par nos neurones, qui a été faite sur nos neurones par l'esclavagiste, par le colonisateur, ou il faut nous organiser, il faut qu'on puisse prendre notre destin en main afin que nous puissions créer des mécanismes de déprogrammation. Parce qu'un peuple qui a été programmé pour être dominé, à un certain moment, il doit marquer la fin du cycle de la domination et rentrer dans le processus de la renaissance. Mais c'est bien ce qui s'est passé avec l'Europe au 15e siècle, 14e, 15e siècle, lorsque l'époque du Moyen-Âge a battu son plein. À un certain moment, ils ont vu des savants en train d'être tués pour avoir dit la vérité scientifique, révélé la vérité scientifique, qui se contredisait avec la vérité théologique, religieuse. Eh bien, l'Europe s'est révoltée, culturellement, scientifiquement, mentalement. Ils ont lancé ce qu'ils ont appelé la Renaissance. La Renaissance occidentale, qui était basée sur la révolution de la mentalité occidentale. Et cela s'est appliqué à tous les niveaux. Dans le domaine de la religion, il y a eu l'émergence du protestantisme avec Martin Luther. Dans le domaine de l'éducation, il y a eu Rabelais qui a tracé les bases de l'éducation idéale de l'Occident, où ils avaient pris des décisions que tout devait leur intéresser. Ils devaient apprendre tout. Rien ne devait les échapper. C'est ça ce qui était à la base des expéditions qu'ils ont faites, des recherches qu'ils ont lancées. Ils volaient même des cadavres pour déchirer à l'intérieur et regarder qu'est-ce que l'homme avait, de quoi était constitué le cœur, comment est-ce que ça fonctionnait. Ils ne voulaient plus être des ignorants. C'est un mouvement naturel. Lorsque le temps arrive, pour que cela arrive, eh bien, les contemporains de l'époque doivent assumer la responsabilité. Ils doivent assumer la responsabilité. Les Léonard de Vinci ont assumé leur responsabilité à cette époque. Ils ont marqué l'histoire. Alors, le temps de la déprogrammation du peuple africain à travers le peuple Congo est arrivé. Eh bien, nous devions nous déprogrammer. Mais en quoi consiste la déprogrammation? En fait, la déprogrammation consiste à la remise en cause des méthodes qui ont été utilisées pour nous imposer, pour aliéner nos neurones. Car en fait, nos neurones ne nous reconnaissent plus comme des Congos. Nos neurones ne nous reconnaissent plus comme des Noirs. Nos neurones ne nous reconnaissent plus comme des Africains. On a été programmés pour nier notre identité. Mais très chers frères et sœurs, c'est sérieux, très sérieux. Parce que pour détruire l'identité d'un peuple, il y a 3 choses qu'il faut faire. La première des choses, il faut détourner son histoire. Il faut créer la confusion de son histoire. Et dans cette confusion, il faut créer une autre confusion.
Et à ce moment-là, il ne va pas s'en sortir. Il sera perdu. Il n'aura plus de pistes pour retrouver son histoire. Il n'aura plus de repères. Et c'est ce qui a été, c'est ce qui nous a été imposé. Le deuxième aspect, pour détruire l'âme d'un peuple, d'une culture, en fait, il faut juste créer et développer son esprit d'autodestruction. Il faut lui faire comprendre que tu ne vaux absolument rien. Tu n'es rien, tu ne vaux rien devant les autres peuples du monde. Eh bien, tu dois cacher ton identité et te camoufler derrière les identités des autres. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on est plus américain que Congo. On est plus colombien que Congo. On est plus... Donc, en fait, nous avons une identité secondaire qui part plus haut que notre identité culturelle primordiale. Et il y a des mécanismes qui ont été créés pour que nous puissions nier et nous autodétruire. C'est cet esprit qu'on nous a inculqué. Et après, le troisième élément, c'est la désorientation de son âme culturelle. La désorientation de son âme culturelle. Et ce sont ces trois méthodes qui ont été utilisées au niveau des Africains, au niveau des Noirs, au niveau des Congos. Et la déprogrammation consiste à créer des mécanismes, des structures qui vont nous permettre de remettre en cause tous ces instruments. Alors, si nous n'agissons pas, effectivement, personne ne viendra faire ce travail à notre place. Il faut nous déprogrammer et nous reprogrammer. D'où l'importance des 4 axes que Tata Moyo a fait mention dans sa réflexion. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, je voulais terminer ma réflexion en faisant appel à notre ancêtre, Frantz Fanon. Frantz Fanon disait ceci. Ça, c'est une interpellation à la jeunesse Congo, à la jeunesse africaine, à la jeunesse noire. Frantz Fanon disait ceci. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. L'accomplir ou la trahir. Fin de citation. Pour cela, tout Africain en général